En manchette ce soir, les libéraux prennent le pouvoir dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU. Mandy Goldmasty élu malgré une lutte serrée avec le Bloc québécois. Sébastien Lemire récidive et remporte un troisième mandat dans Abitibi-Témiscamingue. Et Guylaine Tanguay et Sarah Dufour fouleront les planches au Festival Western de Malartic. Bon début de soirée, bienvenue au TVA 18h. Ça a été une grosse soirée électorale hier, à commencer par le comté d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU, où la libérale Mandy Goldmasty a remporté la circonscription, même si pendant une partie de la soirée, la tendance laissait présager un tout autre dénouement. Félix Blaquière nous explique. Les projections dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU étaient justes. La libérale Mandy Goldmasty a remporté la circonscription avec un peu plus de 12 000 votes sur 30 000 voix. Quand même encore un peu en choc. C'était une grande soirée hier, c'était très, très proche. J'aimerais remercier Mme Bérubé et les autres candidats qui ont pris la course avec moi. C'est un gros défi, mais c'est vraiment mon honneur d'être la personne qui était choisie pour représenter la circonscription. La lutte a cependant été très serrée avec la députée sortante du Bloc, Sylvie Bérubé, tellement que le réseau TVA avait sacré la bloquiste grande gagnante à un moment de la soirée, des heures hautes en émotion pour le clan Bérubé. Bien, écoutez, j'ai vécu ça un haut et un bas, mais je pars la tête haute et très fière d'avoir quand même accompli beaucoup depuis 2019 dans la circonscription d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU. Sylvie Bérubé, qui a fini la soirée avec presque 2000 votes derrière sa rivale, ne sait pas encore ce qui l'attend. Je vais essayer de dormir, je vais réfléchir et la vie va s'en charger. Donc, mais ma fierté est là, puis je remercie tous les bénévoles qui ont travaillé pour moi. Le conservateur Steve Corriveau est arrivé troisième avec 22 % des votes. Il reste optimiste en constatant la proportion des voix conservatrices dans le secteur, mais il espérait mieux de la performance du parti à l'échelle nationale. Un peu sous le choc, honnêtement, de voir que même mon chef n'a pas été élu. Ça fresse parce qu'il a tellement mis d'efforts, il a tellement parcouru le Canada au complet. Tu sais, moi, j'ai parcouru une bonne partie du comté, mais lui, le pays au complet. Puis là, tu te retrouves comme ça. Tai Higashiara du NPD a récolté 2 % du suffrage et le parti n'a pas donné suite à nos demandes. Quant à la nouvelle élue d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU, Mandy Goldmasty, elle compte d'abord se reposer. Mais très tôt, elle veut établir une table de consultation régionale et elle souhaite également déployer le nouveau programme fédéral sur le logement dans la région. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Signaler de nombreux problèmes dans le déroulement du scrutin au Nunavik, puisque les citoyens n'auraient pas été en mesure de voter en raison d'un manque de personnes et d'équipes locales. Les conditions météorologiques d'hier ont aussi compliqué l'accès de scrutateurs à des communautés. Des bureaux de vote ont d'ailleurs dû fermer en début d'après-midi hier. Élections Canada assure avoir mis en place plusieurs stratégies pour l'accès au vote. Une instance politique inuit basée à Coudjouac réclame d'ailleurs une enquête sur la situation. Et de son côté, la députée élue du comté, Mandy Goldmasty, dit prendre l'enjeu au sérieux. Durant la campagne, c'était un manque de processus à Nunavik. Il y a plusieurs communautés qui n'ont pas eu accès à la vote pour le temps duré, le même que tout le monde. Mais je fais une recherche déjà. Je regarde qu'est-ce qui s'est passé. J'ai appelé, puis j'ai eu des conférences aussi avec le leadership de Nunavik pour les aviser que j'étais au courant. Et du côté de la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue, le bloquiste Sébastien Lemire remporte un troisième mandat consécutif. Alexandre Cabana a préparé ce qui suit. C'est avec près de 50 % des votes que Sébastien Lemire, 41 ans, a terminé au haut du podium pour une troisième campagne consécutive. Ça a été une campagne dans laquelle j'ai rien pris pour acquis, mais pour moi, la carte que j'ai jouée, c'est celle de qui je suis. Je suis un gars de la région qui veut travailler pour la région. Moi, c'est un mandat fort de représenter l'Abitibi-Témiscamingue encore et toujours, et ça, j'en suis particulièrement fier. Un résultat au-delà des attentes du candidat du Bloc québécois qui a mentionné avoir fait campagne avec un vent de face. Et pour sa part, Jonathan Andresen, le candidat libéral défait avec plus de 11 000 voix d'avance, garde la tête haute et estime que l'heure est à l'union.
Et j'ai tellement fier de les gens ici. On a des grands défis. On se dit en anglais go hard or go home, et j'ai resté ici pour go hard. Hein. C'est l'idée pour moi. Le mouvement minoritaire, c'est aussi une opportunité pour travailler ensemble. Les politiques maintenant sont très divisées et on a besoin de travailler ensemble. On n'a pas besoin de tous les jours d'accord avec tous les autres. On doit travailler ensemble. Une soirée électorale qui aura finalement mobilisé les électeurs. C'est un taux de participation de plus de 60 pour ce qui est de la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue. Bien, je te dirais, c'est la première fois que je vois ça. J'ai fait le provincial, le fédéral, le municipal, et je te dirais que c'est le plus gros que j'ai vu. Beaucoup de nouveaux votants. Puis ils étaient contents de venir voter. Puis nous autres, ça nous faisait plaisir. Puis on a eu beaucoup de jeunes. Et la jeunesse était également bien présente aux 2 rassemblements épiés hier soir. On pense que Sébastien, c'est le candidat qui représente bien la circonscription. On va fêter fort ce soir, c'est sûr et certain. C'est vraiment le fun. Honnêtement, c'est une belle expérience. Je trouve que c'est juste une belle façon de terminer le tout, même si on est en arrière dans les sondages, justement. C'est donc entouré de sa famille et de ses amis à la salle Thémabex de Rouyn-Noranda que Lemire a pu tout de même rapidement célébrer sa 3e victoire. Les données étaient bonnes pour moi, donc ça n'a pas été une campagne dans laquelle j'ai manqué de confiance, que j'ai douté sincèrement, parce que mon terrain a été bon partout, dans chacune des MRC, dans chacun des coins. Quant aux candidats conservateurs et néo-démocrates, ils ferment la marche avec respectivement 19,6 % et 3 % des voix. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait « Êtes-vous satisfait du résultat de l'élection dans votre circonscription? » Vous avez répondu « Oui » à 62 %. Et ça n'aura pas été de tout repos, mais Mandy Gold-Masty aura son siège à la Chambre des communes. Une victoire saluée à travers les communautés autochtones de la circonscription. William Maillé nous donne plus de détails. La victoire de Mandy Gold-Masty est bien accueillie chez les communautés autochtones de sa circonscription. Ancienne grande chef du Grand Conseil des Cris, Gold-Masty a pu bénéficier de l'appui de plusieurs communautés, comme celle de Lac-Simon. C'était la seule qui était venue dans notre communauté. On était en assemblée générale à ce moment-là. Lors de sa visite, les gens ont pu poser directement des questions à Mme Masty. Donc, ça avait très bien été. Les échanges étaient très cordiaux. Le taux de participation des Autochtones québécois aux 2 derniers scrutins fédéraux était de seulement 25 %. Pourtant, un engouement pour cette élection a été observé dans la communauté avec la présence d'une candidate autochtone. Un peu comme M. Romieu Saganache dans le temps là, au NDP, les gens ont voulu voter pour une Première Nation. Donc, ça a été le même effet, je vous dirais, dans ce cas-ci. Les gens ont voulu voter, faire savoir que l'intérêt des Premières Nations ne peut être ignoré par tous les partis. En tant que membre d'une Première Nation, ils vont comprendre un peu plus c'est quoi les enjeux des Premières Nations. Les communautés autochtones de la circonscription ont bon espoir que leur nouvelle députée saura mieux répondre à leurs besoins les plus criants. Il y a la protection de l'environnement qui nous tient toujours à cœur. Nous, on est comme les gardiens de la nature, de l'environnement, du territoire. Mais la question du logement est importante chez nous aussi. Ça fait des années qu'on vit une crise de logement. L'accès à l'eau, c'est quand même une situation où l'eau est de juridiction fédérale. Mandy Gold-Masty est la première représentante libérale à être élue dans Abitibi-Baie-James, Nunavik et You depuis 2004. Les différentes communautés de la région espèrent bien la voir obtenir une place de prédilection dans le nouveau gouvernement Carney. William Maillet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et on poursuit avec un petit peu d'analyse. Quelle sera la nouvelle dynamique politique dans la région? Anthony Dallaire a posé la question à Yann Marcotte, professeur de sciences politiques au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de la victoire libérale qui, disons-le, a été moins franche qu'anticipée par les sondages?
Bien, je vous dirais que peut-être la prime à l'urne qui a eu un impact là-dessus. Donc, les gens qui, lorsqu'on leur contactait pour leur demander pour qui allez-vous voter, peut-être que les gens, à prime abord, ne voulaient pas avouer voter Parti conservateur, mais qu'une fois dans l'urne, ont décidé de voter pour le Parti conservateur. Donc, faire en sorte que, justement, la prime à l'urne qui a avantagé les conservateurs. Puis on l'a vu là-dessus, justement, avec les libéraux qui n'ont pas eu autant de sièges que les sondages leur ont donné. En région, on est passé de 2 députés bloquistes à 1 bloquiste et une libérale. Comment vous pensez que la dynamique régionale de la politique va s'articuler maintenant? Il faut savoir, comme on dit, bon, du côté d'Abitibi-Bellejeune-Nunavik-Ayoux, ils ont voté du bon bord, comme on pourra reprendre l'expression. Donc, avec une candidate qui a quand même énormément de prestige là, du côté du nord du Québec. Donc, une députée probablement ministrable. Il peut y avoir des très bonnes chances qu'elle soit ministrable ou d'avoir un poste de secrétaire parlementaire si ça revient, ou ministre d'État si ça revient. Donc, une meilleure voie pour la région. Probablement, oui, tout à fait. Donc, d'avoir d'avoir une ministre régionale du côté du parti au pouvoir, ou du moins, sinon, une députée du parti au pouvoir pour faire avancer certains dossiers. Êtes-vous surpris que les libéraux aient réussi à faire une percée dans la région? Est-ce peut-être par le vote, peut-être des communautés autochtones? Ça peut s'expliquer, entre autres, que le vote autochtone a été plus important du côté, le vote autochtone, le vote inuit aussi. Donc, il peut y avoir cet aspect-là, donc d'aller chercher des votes chez des gens qui vont d'habitude peu voter au niveau fédéral, ou bien des gens qui ont décidé de regarder ce qui se passe du côté de la frontière sud et de dire, bon, bien, votons pour un parti qui va mieux défendre le Canada face aux États-Unis. Et ensuite, une opération policière à Rouyn-Noranda a mené à la fermeture complète du chemin des Coteaux et de la route des Pionniers. Une personne s'était désorganisée avant de collaborer avec les policiers une vingtaine de minutes plus tard. Elle a été transportée au centre hospitalier afin d'y recevoir les soins appropriés. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. La programmation de la 25e édition du Festival Western de Malartic a été annoncée ce matin. Je vous dévoile tout ça après la pause dans la chronique culturelle. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. L'entreprise Maison Nordique de la Sarre a investi 2,3 millions afin d'ajouter 16 000 pieds carrés à l'usine actuelle afin de répondre aux besoins de construction de maisons usinées et de bâtiments modulaires de qualité. Cette augmentation de la capacité de production répond à la croissance des marchés québécois et ontariens, tout en créant 50 emplois pour des retombées économiques de 8 millions annuellement. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Six femmes de la région lancent une initiative dans le but d'inspirer les jeunes filles de 12 à 17 ans à croire en leurs rêves et à leurs projets futurs. Alexis Dumont nous parle de cette initiative. Peut-être une vue d'ensemble de qu'est-ce que vous allez nous présenter. C'est quoi le but de ce projet-là? En fait, le but de Elle s'élève, c'est de faire une différence dans la vie des jeunes filles. Notre créneau est vraiment de 12 à 17 ans. On veut leur apporter l'inspiration, la motivation et des outils pour contrer un peu la pression sociale qu'il y a depuis les dernières années, que ce soit le physique, l'anxiété de performance, tout ce qui a trait au développement personnel, dans le fond. Aller chercher un niveau d'estime de soi, de confiance en soi. Un projet qui verra naissance cette année et elle trouvait essentiel de s'impliquer pour aider les jeunes filles. On veut aussi favoriser la persévérance scolaire. On veut les aider à ce qu'elles s'élèvent, d'où le nom « Elles s'élèvent ». Puis on voudrait vraiment qu'elles croient en elles puis en leur capacité pour défoncer des plafonds de verre. D'ouvrir toutes les possibilités, de montrer... C'est ça, la variété de possibilités que souvent, c'est méconnu de tous. Puis nous-mêmes, on en a découvert en cours de route, en explorant. On a découvert plein de services qui existaient, qu'on ne savait pas qu'ils existaient. Fait que c'est de toutes les regrouper pour créer un événement. Il s'agira d'événements divisés en 2 volets, un premier le 24 octobre et un deuxième au printemps 2026. On a la chance immense d'avoir comme conférencière Mme Marie-Claude Barrette, qui va être présente avec nous le 24 octobre. Donc, ça va être un souper
conférences, avec des surprises. On a une soirée dansante aussi après ça. Tout cet événement-là va nous permettre de ramasser des fonds nécessaires pour pouvoir faire vivre au printemps une journée bien-être pour nos jeunes filles de 12-17 ans. Elle croit sincèrement que leur événement peut faire une différence. J'y crois depuis le jour 1 parce qu'il ne faut jamais oublier que dans la vie, croire, c'est pouvoir. Puis ne serait-ce que j'atteindrai 1% de ces jeunes filles-là qui vont apprendre à croire en elles malgré toute la différence, malgré tous les stéréotypes qu'on leur impose. Bien, ce sera mission accomplie. L'organisation mentionne que la majorité des places pour l'activité du 24 octobre prochain sont déjà vendues. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Justine, bonne nouvelle pour les cowboys et les cowgirls de la région. Le Festival Western de Malartic a dévoilé sa programmation ce matin. Pratiquez dès maintenant vos pas de danse en ligne pour être prêt à 100 % parce que ça va danser et ça va fêter cet été au Festival Western de Malartic. C'est la 25e édition du festival du 13 au 17 août prochain. Donc, l'organisation veut célébrer en grand les classiques comme les rodéos professionnels, la danse en ligne au ranch de danse, les derbies d'attelage et plusieurs autres activités seront de retour. Du côté des spectacles en soirée au coin du festival, vous pourrez voir Guylaine Tanguay au souper du cowboy, mais aussi Sarah Dufour, This Side Up et Justin Legacy, fouler les planches du Festival Western. Voici ce qui vous attend dans cette 25e édition. Bien, c'est plein de belles nouveautés, mais aussi plein d'événements traditionnels qui nous attendent. Donc, principalement, notre nouveauté, c'est d'avoir des spectacles qui vont se dérouler au centre Michel-Brière, soit à l'Aréna de Malartic, ce qui va nous permettre d'augmenter la capacité de festivaliers. Donc, on a jeudi notre chère Guylaine Tanguay qui va être parmi nous, mais mercredi, c'est Guylaine Tanguay et jeudi, avec nous, ce sera Sarah Dufour qui va être avec nous. En fait, c'est un honneur, c'est même, je suis prête à dire, émouvant de penser que ça fait 25 ans que le festival est là, que je me trouve extrêmement choyée de pouvoir être parmi, en fait, les membres du CA et les bénévoles qui font partie là, de cette 25e édition. On remercie la population et les bénévoles de permettre, et nos partenaires, bien entendu, de permettre d'être là depuis 25 ans. Le Festival Western de Malartic a aussi décidé de faire peau neuve avec ses logos. Vous pouvez voir à l'écran les deux nouveaux logos et cette année, le festival célébrera sa 25e édition sous le slogan « Troque ton veston pour tes éperons ». L'organisation voulait ajouter de la nouveauté dans cette édition du festival. En fait, on a invité nos festivaliers à participer pour le slogan et c'est l'une de nos festivalières, en fait, qui a trouvé ce magnifique slogan-là. Et pour les nouveaux logos, on a décidé, en fait, de diversifier un petit peu l'image pour donner un petit peu plus de diversité au niveau de nos vêtements. Ensuite aussi, on voulait quelque chose de peut-être un petit peu plus masculin, élégant, pour plaire à tous et chacun. Beaucoup de plaisir, de la nouveauté et des festivaliers qui vont être au rendez-vous. Les billets journaliers et les passeports sont déjà en vente sur le site du Festival Western de Malartic et il reste moins de 100 billets pour le souper du cowboy, alors dépêchez-vous à aller vous en procurer. Les Huskies sont de retour à la maison en vue du 3e match de leur série face aux Wildcats de Moncton. C'est Olivier Morin, on met la table après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GA, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. C'est le 3e match des demi-finales des Huskies de Rouyn-Noranda et des Wildcats de Moncton ce soir à l'Arena Glencore. Et Olivier, l'objectif de la troupe de Steve Hartley, c'est vraiment de réduire l'écart dans la série. Absolument, Kémélia. La Meute qui tentera de profiter de l'énergie de ses partisans, elle qui est actuellement en retard 0-2 dans la série, après avoir perdu les 2 premiers matchs dans les Maritimes au compte de 5-3 et de 2-1. Bien que les Wildcats ont eu l'avantage lors des 2 premiers duels, il n'en demeure pas moins que la situation actuelle ne reflète pas la série, puisqu'il faut quand même dire que les Huskies ont donné une excellente opposition à la meilleure formation de la Ligue, alors qu'ils ont dominé au niveau du chapitre des tirs au but. On écoute d'ailleurs l'entraîneur-chef des Huskies à propos de la préparation de l'équipe en vue de ce duel. C'est une très bonne équipe qui est la plus vieille du circuit. Mais pour nous, ça ne change pas là, dans notre façon qu'on veut jouer.
Si on regarde le premier match, où pour moi, on avait été la meilleure équipe sur la patinoire. Ça a été 2 beaux matchs de série où ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Puis pour nous, c'est important qu'on amène cette même énergie-là. Puis on a surtout hâte, comme j'ai dit, on veut retrouver nos fans. Ça fait environ 2 semaines et demie qu'on n'a pas joué à domicile. Je pense que ça va nous faire un grand bien de revenir à domicile, puis de mettre de la pression sur les Wildcats, puis d'aller chercher ce match-là ce soir. Et Olivier, un ancien des Huskies qui évolue désormais pour les Wildcats, ce sera de passage ce soir. L'ancien capitaine de la Meurthe, Dylan Gill, effectuera un retour au centre Glencore. Il avait été acquis par la formation des Maritimes lors de la dernière période des échanges. Il faudra également avoir à l'œil l'attaquant des Wildcats, Caleb Desnoyers, qui est actuellement le meilleur pointeur des séries éliminatoires. Sans oublier également le gardien de but, Rudy Guimond, qui n'a toujours pas perdu un seul match depuis le début de la saison. Et qu'Emilia, les Huskies n'ont toujours pas perdu un seul match à domicile depuis le début des séries. Il reste à voir si la séquence se poursuivra ce soir. On va suivre ça de près. Merci, Olivier. Bon match. Au plaisir. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Justine, un bon cocktail météo est attendu en région ce soir. Oui, Kémélia, pour ce soir et cette nuit en Abitibi, on a un risque d'orage qui a été établi. On attend jusqu'à 5 mm de verglas qui va se changer en neige par la suite. Tout ça accompagné de bonnes rafales de vent et un minimum de 8 degrés. Du côté du Témiscamingue, tôt ce soir, les conditions seront aussi propices à la formation d'orages violents, pouvant produire de rafales fortes, mais aussi de la grêle de grosse taille et de la pluie forte avec un minimum de moins 5 degrés. Demain, sur l'ensemble du territoire, le soleil sera de retour. Au moins, ce sera dégagé le matin avec un maximum de 7 degrés en journée, mais quand même un refroidissement éolien de moins 14 demain matin. Alors, il va falloir s'habiller chaudement en partant pour le travail et pour l'école. Et je termine avec un aperçu pour jeudi en Abitibi et au Témiscamingue. Ce sera nuageux avec un maximum de 11 degrés ce soir. Soyez prudents et demain, eh bien, profitez bien du soleil. Oui, clairement, on va en profiter. Merci beaucoup, Justine. Donc voilà, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Et comme toujours, on se donne rendez-vous demain. Bonne soirée à vous.